Est-ce que vous avez l'image? C'est tout bon? Image, son et écran, c'est parfait, oui. Ok. Donc effectivement, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière. C'est une thèse qui s'est passée au CEA CESTA. Donc le CESTA, c'est le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine. C'est un centre non loin de Bordeaux. Et là-bas, j'ai été encadré par Pierre Mainvielle-Larousse, qui est ingénieur de recherche. Et côté université, j'ai été dirigé par Jean-François Giovanelli, qui est affilié au laboratoire de l'intégration du matériau et du système. C'est une thèse qui a été faite dans les deux établissements. Et le titre de la thèse, c'est Cartographie micro-ondes et quantification d'incertitudes par inversion segmentation bayésienne et échantillonnage de Gibbs. Donc effectivement, il y a un aspect inversion, segmentation, et un aspect quantification, et la méthode utilisée, c'est une méthode bayésienne. Donc rapidement, pour vous parler du contexte, l'idée, c'est d'estimer les propriétés électromagnétiques d'un objet. Et pour faire ça, on a eu recours à un appareil que vous pouvez voir en haut à droite. C'est le fameux appareil de mesure. Et il est capable, avec des positionnements en translation et en rotation, de positionner une antenne proche d'un objet et de pouvoir prendre des mesures à différents angles. Donc l'objet tourne et l'antenne, elle, monte et descend. Et en faisant ça, on arrive à collecter un ensemble de mesures, un peu comme c'est représenté sur l'image en bas à droite. On a un objet de test. Alors nous, dans les travaux, ça a été un cône sphère. Et chaque point rouge correspond à une position successive du radar à différentes altitudes pour différents angles de présentation de l'objet. Et il est à noter que la distance entre l'objet et le radar, elle est constante. Donc, chaque mesure va être fonction seulement d'une hauteur, d'une altitude et d'un angle de présentation de l'objet. Et donc, toutes ces mesures ici, je les regroupe dans un vecteur qu'on retrouvera dans les slides suivantes, et c'est noté sigma B. Donc, c'est dans l'encadré un peu bleu ciel. Et une des particularités qui reviendra d'un problème, c'est qu'on a seulement 300 données. Donc, c'est quand même relativement peu. Je peux aussi souligner que le fait de faire un contrôle en champ proche, c'est quand même un petit peu particulier et que le CEA a mis les moyens pour développer un moyen de mesure. C'est un prototype qu'ils ont développé. Et donc, à partir de ces mesures, nous, on va s'intéresser à remonter aux propriétés électromagnétiques de l'objet. Et notre cas particulier, c'est qu'on s'attend au fait que les propriétés soient homogènes par morceau. Donc, il y a déjà cette idée de région. Il existe des régions à la surface de l'objet au sein desquelles les propriétés sont homogènes et par ailleurs d'autres régions avec des propriétés homogènes, mais différentes des premières. Et quand je parle des propriétés électromagnétiques, effectivement, on pourrait s'attendre à reconstruire des propriétés volumiques type permittivité, perméabilité. Mais une hypothèse qui a été faite, c'est que ces quantités, on peut les approximer. Voilà, c'est une modélisation en impédance à la surface. Donc, on passe d'un problème volumique à un problème surfacique plus simple à résoudre, puisque moins d'inconnus. Et cette impédance à la surface, elle va être discrétisée sous la forme de 7400 mailles. Donc l'objet que je présentais juste avant, le cône sphère, est maillé par des petites mailles triangulaires au nombre de 7400. Et à chacune des mailles, on associe une valeur d'impédance qui représente l'impédance à la surface de l'objet. Donc on a d'un côté des coefficients de réflexion, ce sont les mesures, et de l'autre une impédance surfacique. Et ces deux quantités sont reliées par les équations de Maxwell, plus précisément avec une impédance. À l'impédance fixée, on est capable d'en déduire les coefficients de réflexion. Et cette relation, elle est non linéaire, ce qui pose un peu un problème pour faire la relation inverse, pour inverser cette relation. Heureusement, on est dans un cadre de contrôle. Donc, on va contrôler un objet fabriqué sur le modèle d'un objet conçu qui, lui, a des propriétés auxquelles on s'attend. Et on a pu linéariser cette relation, finalement, qui permet de passer de l'impédance au coefficient de réflexion autour de cette référence. Et c'est l'équation que vous retrouvez toujours dans l'encadré bleu ciel, au milieu où on va avoir sigma égale sigma 0 plus h de z moins z0. En réalité, c'est donc les données sigma qui sont égales aux données de réflexion, qui sont égales aux données de référence, les coefficients de réflexion de référence, qui correspond à l'impédance de référence qu'on devrait trouver, plus un terme qui va rendre compte de l'évolution des données en fonction de la divergence de l'impédance réelle de l'objet par rapport à cette dite référence. Et donc, ça fait intervenir une matrice importante, la matrice H,
qui est la matrice jacobienne. Et enfin, pour tenir compte de tout ce qu'on vient d'introduire, c'est-à-dire des erreurs possibles sur le fait qu'on soit passé de quelque chose de volumique à quelque chose de surfacique avec l'impédance, pour tenir compte du fait qu'on a sûrement commis des erreurs en faisant une linéarisation, et aussi pour tenir compte des erreurs de mesure, on introduit un petit terme, ce qui donne une nouvelle équation que l'on retrouve dans l'encadré rouge en bas, où on a un terme d'erreur additif. Et c'est cette équation qui va nous servir pour la suite. Un petit mot sur la matrice H, parce qu'elle est quand même au cœur de notre problème. Tout à l'heure, je disais qu'on avait 300 données et 7400 inconnus, qui correspondent aux 7400 mailles à la surface de l'objet. Donc, bien entendu, cette matrice H est non carrée, donc non inversible. Et en plus de ça, elle est mal conditionnée. Voilà, il y a une disparité forte entre les valeurs propres. Et quelque chose que l'on peut noter, donc là, on peut se concentrer sur l'image en haut à droite. On voit qu'on a 300 lignes pour 300 mesures et 7400 colonnes. Et on voit un espèce d'arc de cercle rouge. Cette chose-là représente en réalité la localité des mesures. Puisque l'antenne est proche de l'objet, il y a une contribution assez locale des impédances qui vont contribuer à la mesure. Et pour illustrer ça, on a projeté une ligne de la matrice H à la surface du cône, et c'est ce qu'on peut observer en bas à gauche, où on va retrouver ces taches qui finalement donnent un petit peu la sensibilité des mesures à l'impédance. Et donc on voit bien ici que c'est quand même globalement local. Et un autre point à noter, c'est que cette forme, cette tache, cette contribution quelque part, elle est non invariante. Elle va dépendre de l'endroit où on se place sur le cône. Ça représente aussi une difficulté. Et finalement, pour clôturer la partie contexte, donc on a d'un côté l'impédance surfacique, de l'autre côté les données. Et à partir des données, on veut remonter à l'impédance, ce qui revient à inverser le modèle direct linéaire que j'ai présenté tout à l'heure. Donc le modèle direct linéaire bruité. Donc il y a deux volets principaux à ça, c'est qu'on veut détecter les inhomogénéités. Voilà, je parlais tout à l'heure de régions, on voudrait reconstruire ces régions, c'est l'aspect segmentation. Et à l'intérieur de chaque région, on veut reconstruire l'impédance. Et pour terminer, on veut quantifier les résultats obtenus, l'incertitude sur les résultats obtenus, voilà, à la fois sur la segmentation et à la fois sur les reconstructions. Donc pour faire ça, on a développé une méthode bayésienne dans la continuité des travaux que je cite dans l'encadré bleu. Et un point d'attention, je peux donner un point d'attention aux derniers travaux, celui de Cornelia Vacar, puisque mon travail s'appuie en grande partie sur le sien. Et pour terminer, voilà, c'est un problème quand même assez difficile. On a très peu de données et énormément d'inconnus, ce qui va avoir une influence assez importante pour la suite. Donc là, j'entame la partie de méthode. Et finalement, pour modéliser cet aspect région dont je parle depuis tout à l'heure, on a choisi la stratégie suivante. C'est-à-dire que chaque maille, bien sûr, a une impédance associée, qui représente l'impédance surfacique. Mais on attribue en plus à chacune des mailles une étiquette qui peut prendre une valeur dans un ensemble que je note ici de 1 à grand K, mais en réalité, la valeur en tant que telle n'a pas d'importance. L'idée, c'est simplement de donner une valeur à des étiquettes pour dessiner des régions. Et c'est ce que je représente par l'image en bas à gauche. On va avoir le cône sphère avec une grande région verte et une petite région bleue. Et on note même que la région verte, elle est coupée par la région bleue. En réalité, on construit ça en attribuant à toutes les mailles de la partie supérieure et inférieure une certaine valeur, mais la même, et une autre valeur pour celle du milieu. Ainsi, on construit une carte des régions en attribuant des valeurs aux étiquettes. En faisant ça, on a introduit plusieurs choses mathématiques, comme les matrices de projection, qui permettent de venir sélectionner quelque part les étiquettes qui vont appartenir à une certaine classe. Et on note enfin que la somme de toutes ces matrices de projection, ça donne l'identité. Voilà, c'est des choses. Voilà. Donc, en ayant introduit des étiquettes pour faire le découpage en régions, on a voulu bien sûr estimer ces régions. Et pour faire ça, on a introduit un modèle probabiliste qui est le champ de Potts et qui se définit au travers de la probabilité écrite dans l'encadré, où on voit apparaître plusieurs termes, mais le plus important, c'est le terme dans l'argument de l'exponentielle avec bêta et une somme sur des étiquettes. En réalité, ce que ce terme fait,
c'est qu'il va comptabiliser le nombre d'étiquettes voisines, donc c'est-à-dire connexes, qui partagent une arête, qui ont la même étiquette. Donc deux étiquettes de mailles voisines ayant la même valeur. Et en faisant ça, on va construire une distribution au travers de cette probabilité qui va favoriser des configurations d'étiquettes voisines ayant la même classe, et donc favoriser des régions plus ou moins étendues. Et pour piloter ça, on utilise le paramètre bêta qui va influencer la taille moyenne des régions. À titre d'exemple, j'affiche en bas une collection d'objets de réalisation de champs d'étiquette à la surface de l'objet pour différentes valeurs de bêta. Et comme on peut le constater, plus bêta est grand, plus les tailles de régions sont étendues. Et à l'inverse, quand bêta égale à 0, on a quelque chose de totalement blanc. Pour les impédances, on a voulu choisir un modèle qui permet de représenter cette évolution homogène, cette évolution ici même douce. Donc voilà, on veut piloter cette douceur. Et donc pour faire ça, on a choisi des gaussiennes, un modèle gaussien, piloté par sa moyenne, qui vaut la référence. Donc l'impédance de référence, on s'attend à être assez proche. Et une covariance construite par la matrice de précision. Voilà, on a construit la matrice de covariance inverse. Et elle fait apparaître, donc c'est ce que vous pouvez voir au niveau du deuxième point. Voilà, on écrit CK-1 égale gamma K, donc ça va être un paramètre d'échelle qui va piloter à quel point on va gigoter autour de la moyenne. Et D transpose D, là, c'est une matrice des différences pondérées qui va être pilotée elle-même par un paramètre alpha. Et plus le paramètre alpha sera grand et plus on aura quelque chose qui est corrélé, lié, qui évolue un peu lentement à la surface. Et plus le paramètre alpha sera petit et plus on aura quelque chose de décorrélé. Donc, c'est également représenté par les figures en bas. On voit que plus le paramètre alpha est grand, plus les choses sont corrélées jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Donc, on a d'un côté quelque chose qui permet de modéliser les régions et de l'autre côté quelque chose qui permet de modéliser l'homogénéité, la douceur à l'intérieur des régions. Et pour constituer l'impédance par morceau, on va utiliser toutes ces données-là. Donc, c'est ce qui est représenté par l'image en bas où on a Z1, ce sera une première impédance, une première homogénéité qui représente des propriétés. Z2 qui représente d'autres propriétés avec une autre homogénéité. Et une carte des régions. Et par un jeu de découpage puis de raboutage, on va constituer un objet par morceau qui aura plusieurs régions avec différentes homogénéités. Et c'est ce qu'on appellera plus tard patchwork. Et le patchwork, voilà, il est construit par les objets mathématiques dont je viens de parler, comme la somme des matrices de projection fois les impédances. Dans le modèle direct linéaire bruité, effectivement, il y a le terme de bruit. Ici, on a choisi quelque chose d'assez classique. On s'est contenté d'un bruit gaussien, piloté par une moyenne qui va rester dans les calculs, qui n'est pas égale à 0, et d'une matrice de précision, ici écrit C epsilon-1, qui est construit un peu comme pour les impédances, par un facteur d'échelle qui va permettre de dire à quel point le bruit est puissant, et une matrice de structure. Ici, on note que à la fois la moyenne et la matrice de structure pi epsilon vont être définies arbitrairement. Donc, on a mis 0 et l'identité. L'idée, c'est qu'on les a gardées dans nos équations, puisque après coup, il est possible que le bruit soit caractérisé et qu'on puisse modifier ces termes pour rendre compte de la réalité. À partir du terme de bruit et du modèle direct, on en déduit alors directement la vraisemblance, où on va retrouver effectivement le modèle de patchwork dans l'argument de l'exponentielle. Et enfin, pour les paramètres d'échelle, tant pour le bruit que pour les gaussiennes, on a choisi quelque chose de peu informatif qui se traduit par une loi gamma où les paramètres A et B vont être très proches de 0. Donc voilà, des lois peu informatives. Et tout ça nous permet d'aboutir au modèle hiérarchique qui précise encore les choses et qui définit correctement toutes les dépendances conditionnelles. Et on va retrouver l'ensemble de nos ingrédients, à la fois les paramètres d'échelle pour le bruit à gauche, puis les étiquettes, L, et toutes les impédances, donc toutes les homogénéités qu'on va retrouver dans notre objet, de Z1 jusqu'à Z grand K. Et de ce modèle hiérarchique, on en déduit la loi jointe et la loi a posteriori directement. On va retrouver là aussi, dans la première ligne, la vraisemblance,
puis le modèle de Potts, puis pour l'ensemble des homogénéités, l'ensemble des impédances, les lois gaussiennes et les paramètres d'échelle. Afin d'obtenir des estimateurs ponctuels de la loi a posteriori, on a choisi, afin d'obtenir des solutions ponctuelles à partir de la loi a posteriori, on a choisi des estimateurs. Donc pour les étiquettes, on a choisi le MMAP, le marginal maximiseur a posteriori. L'idée, c'est de venir choisir l'étiquette, étiquette par étiquette, l'étiquette qui, sachant les données, est la plus probable. Pour les hyperparamètres, c'est l'espérance a posteriori. Voilà, en moyenne, au vu des données, quelle est la meilleure valeur des paramètres d'échelle. Et pour les impédances, on a choisi l'EAP, sachant le MMAP, c'est-à-dire sachant les paramètres d'échelle, sachant la cartographie, sachant la carte d'étiquette et les données, quelles sont les meilleures valeurs pour les impédances. Donc, d'un côté, on a ces estimateurs et de l'autre, on va vouloir quantifier l'incertitude associée aux estimés que l'on obtiendra. Alors, pour les étiquettes, c'est déduit directement des probabilités, puisqu'on va disposer des probabilités. Donc, le niveau, la probabilité va nous donner directement le degré de confiance que l'on peut accorder à une classification. Et pour les hyperparamètres et les impédances, on va s'appuyer sur la variance et des intervalles de crédibilité. Donc, bien sûr, il y a une difficulté ici, c'est qu'on ne sait pas faire les calculs qui permettent d'obtenir les estimés. Les opérations d'intégration et de sommation, on ne sait pas les faire. Et donc, on a recours à une méthode numérique, ici MCMC, et en particulier un algorithme de Gibbs. Donc, l'algorithme de Gibbs, il s'écrit comme ceci. Et l'idée, c'est la suivante, c'est que itération après itération, on va produire des échantillons sous les lois conditionnelles que, elles, on sait échantillonner. Et au bout d'un certain temps, après un temps dit temps de chauffe, les échantillons produits seront les échantillons sous la loi a posteriori. Et on va exploiter ces échantillons obtenus après temps de chauffe pour faire des approximations Monte-Carlo des estimateurs que je viens de définir. Donc là, c'est toute une partie que je saute puisque c'est quand même très calculatoire. Ça pourrait perdre un petit peu d'intérêt. Donc, si je résume un petit peu, on a une méthode qui permet de modéliser l'ensemble des choses que l'on voulait, c'est-à-dire l'homogénéité dans les régions, et puis un petit peu les paramètres qui viennent piloter ces lois, donc les fameux facteurs d'échelle. On a une méthode numérique qui nous permet d'approximer les estimateurs définis. Et donc, on a voulu tester notre méthode. Et je souligne ici que c'est des données, on va s'appuyer sur des données simulées. Voilà, tout ce qui suit est simulé. Et donc, pour simuler les données, on s'est donné un objet dit réel, un cas test. Pour faire ça, on a utilisé les modèles a priori. Donc, c'est une configuration quelque part un peu favorable. Et pour l'expliquer, on peut peut-être se concentrer sur la partie graphique en bas, où on va avoir à gauche, sous la sous-figure A et B, deux impédances générées à partir des modèles a priori. Donc, on voit qu'elles ont elles sont un petit peu différentes. Voilà, une est plus chahutée, l'autre est un peu plus corrélée. Donc, deux homogénéités un peu différentes. C'est une carte d'étiquette. Et à partir de la carte d'étiquette et des impédances A et B, on va être capable, pareil, en les découpant et en les raboutant, de produire un patchwork, le patchwork E. Et c'est lui que l'on voudra retrouver à la fin de cette partie. Donc, à partir du patchwork test, en le passant à travers le modèle d'observation linéaire bruitée présenté au début, on obtient des données simulées que je représente ici sous la forme d'hologrammes. Alors, il faut les lire comme des boîtes où on a sur l'axe vertical les différentes altitudes et sur l'axe horizontal les différents angles de présentation de l'objet. Voilà, donc ça correspond à chaque emplacement de mesure finalement. Et je montre, j'ai décomposé ici la contribution de chaque terme du modèle d'observation linéaire, puisque comme on peut le voir, il y a des facteurs d'échelle qui font que la contribution liée à la différence entre la référence et l'impédance vraie et le terme de bruit sont assez négligeables devant les coefficients de réflexion de référence sigma 0. Donc, à partir de ces données simulées, on va essayer de retourner au patchwork vrai que j'ai présenté à la diapositive précédente. Concernant les facteurs d'échelle, il y a finalement deux colonnes. Et sur la colonne de gauche, ce que j'ai représenté, c'est les échantillons produits au cours du temps par l'algorithme de Gibbs.
Et avec le trait rouge, c'est la valeur vraie. Donc, comme on peut voir, on est quand même on est quand même assez proche. Et pour s'en rendre compte, on a produit sur la partie de droite les histogrammes de ces échantillons. Et là, ici, il faut lire en rouge toujours la valeur vraie, en vert la valeur estimée, et en noir les intervalles de crédibilité dont je parlais tout à l'heure. Et ce qu'on peut noter, c'est que non seulement la valeur estimée est relativement proche de la valeur vraie, mais qu'en plus, le plus souvent, la valeur vraie est contenue dans les intervalles de crédibilité, et ces intervalles de crédibilité concentrent ici 95% de la masse a posteriori. Donc c'est un résultat clé qui permet quand même d'avoir une forme de certitude, ou en tout cas un fort degré de confiance en la méthode. Pour les étiquettes, on retrouve ici à gauche la carte vraie, et au milieu, ce sont les deux résultats. Donc la carte B, c'est la carte estimée, et comme on peut la voir en la comparant à la carte A, on a reconstruit globalement les régions principales. Mais on voit aussi qu'on a perdu toute l'information sur les petites régions, ce qui était quand même assez attendu devant le faible nombre de mesures. Malgré tout, si on regarde la carte D, qui est la différence entre la carte A et la carte B, finalement la différence entre la vérité et l'estimation, on s'aperçoit que la reconstruction est bonne, puisqu'en jaune, ce sont les mailles correctement classifiées, et en bleu, les mailles mal classées. Et pour le chiffre, il y a 80% des mailles qui sont bien classées. Mais finalement, le résultat clé, c'est peut-être la carte C, qui est la carte de probabilité des classes choisies pour les étiquettes. Donc ici, elle va de 1 jusqu'à 0,5, puisque lorsque la probabilité est de 100, alors on l'a choisie et il y a 100% de chances que ce soit elle. Et 0,5, c'est la pointe de bascule, puisque je rappelle, on a deux classes. Donc si la probabilité chute en dessous de 0,5, on choisit plutôt l'autre, puisqu'elle sera plus haute. Donc, finalement, les probabilités de 0,5 correspondent aux zones de forte incertitude. Et comme on peut le voir, on retrouve un petit peu nos discontinuités, voilà, les bordures de région. Et toujours pareil, pour un chiffre, 70% des erreurs de classification sont contenues dans les zones où la probabilité est en dessous de 0,75. Donc c'est presque ce résultat-là qui est le plus important, puisqu'il nous donne vraiment le degré de certitude que l'on peut avoir sur la classification. Et donc, à partir des facteurs d'échelle et des étiquettes que je viens de présenter, on reconstruit le patchwork. Donc, on estime les impédances que l'on vient de découper puis rabouter pour former un patchwork estimé. Donc, je remets ici le patchwork vrai à gauche, donc c'est la sous-figure A. Et quand on le compare à la sous-figure B, de la même manière que pour les étiquettes, on retrouve nos régions et on fait le même constat. On a perdu toutes les informations toutes les informations de forte fluctuation. Finalement, on a perdu toutes ces informations-là. Mais les niveaux moyens sont reconstruits et les régions globalement bien reconstruites. C'est quelque chose que l'on peut voir en regardant la carte D, qui est pareil, la différence entre la carte vraie et la carte estimée. Et comme on peut le voir, les erreurs sont quand même relativement contenues. Mais on remarque qu'il y a des zones où les erreurs sont plus élevées. Et quand on regarde la carte C, qui est la carte des estimations d'incertitude, on voit qu'il y a des zones où l'incertitude est beaucoup plus forte, puisqu'en réalité, ça correspond à des zones où la variance est beaucoup plus élevée. Voilà, l'impédance gigote beaucoup autour de la moyenne, et donc naturellement, l'incertitude devient plus élevée. On peut noter juste une particularité quand on regarde la carte C. On observe dans la zone rouge des points où l'incertitude devient beaucoup moins faible. En réalité, ça correspond aux endroits où la mesure a été prise. Ça paraît naturel que l'incertitude chute à cet endroit-là. Et pour illustrer ça un petit peu plus, on retrouve sur la partie basse deux graphiques, en réel et en imaginaire, qui sont une coupe verticale. Donc en bleu, en rouge, on a l'impédance vraie, en bleu, l'impédance moyenne estimée, et en noir, les intervalles de crédibilité. Et là aussi, on peut voir que le niveau moyen est respecté, que la tendance est suivie, et que la plupart du temps, l'impédance vraie est contenue dans les bornes de l'incertitude. Donc finalement, pour finir, c'est un problème qui a été assez difficile devant le faible nombre de données par rapport au grand nombre d'inconnus. Et la méthode a permis de faire une segmentation relativement bonne et de reconstruire les impédances, les propriétés à l'intérieur des régions de la même manière. La quantification d'incertitude ici est même assez importante puisque c'est un cadre de contrôle. Donc on est plutôt satisfait des performances.
Et dans les contributions, finalement, on peut notifier, c'est une partie que j'ai sautée, mais on a réalisé un échantillonnage assez efficace. Et surtout, on a utilisé des modèles gaussiens corrélés, ce qui est quand même assez rare dans l'inversion segmentation. Des modèles gaussiens corrélés a priori. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres contributions. En tout cas, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.